Je vais vous dire ce soir, pour commencer, quelque chose de très choquant. La paix maintenant, c'est possible, et on doit y arriver, mais cela dépend de chacun d'entre nous. Et si vous n'êtes pas horrifié aujourd'hui de ce qui arrive dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous qui fait que vous êtes en train de perdre une part de ce qui est humain. Au mieux, vous devenez un mouton de panurge. Et si vous n'agissez pas par rapport à ce que vous savez qui arrive, à ce moment-là, vous devenez vraiment un animal. Vous tombez au niveau de l'animal, ou en dessous. Puisque Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, a dit que les Palestiniens devaient être traités comme des animaux. Quelqu'un qui parle comme ça est un animal. C'est lui-même l'animal. Donc voilà la situation aujourd'hui. Alors, je voudrais ce soir vous montrer ce qui est à la source, ce qui est la nature même de cette situation, sa dynamique, ce qui la provoque, ce qui l'entraîne. Et puis, vous montrer que, au point qui est aujourd'hui le pire, qui est le conflit israélo-palestinien, peut-être pas le pire en nombre de morts, il y a eu bien pire en Afrique, mais le pire parce que cela a lieu de manière inhumaine, là où notre civilisation européenne a été engendrée. Et enfin, je vous montrerai que la paix par le développement mutuel, c'est quelque chose de possible. Et c'est quelque chose qui est conforme à notre condition d'homme, c'est-à-dire la vie, le parti de la vie, et la capacité de créer, d'inventer de nouveaux principes physiques dans l'univers qui permettent plus d'humanité, plus de vie, plus de pensée, plus d'engagement pour l'autre. Mais pour cela, il faut changer évidemment notre façon de penser et de juger les choses, et c'est de ce soir, de cela que je veux vous parler. Alors, l'état du monde, c'est la guerre partout. Cela éclate en Ukraine, cela a éclaté en Ukraine, cela a éclaté en Israël, Palestine. Mais partout, il y a d'autres conflits. Il y a de terribles conflits au cœur de l'Afrique. Et c'est une économie de guerre qui bascule vers la guerre tout court. Macron a dit une économie de guerre, mais on bascule vers la guerre tout court aujourd'hui. On réarme pour cela, c'est le réarmement partout. On assiste à la miniaturisation des charges nucléaires. Donc, si on pense qu'en les miniaturisant, on pourra les utiliser, un jour on se condamne à l'escalade et on n'a plus les moyens de contrôle, les moyens de dialogue établis qu'on avait au moment de la guerre froide. On n'a plus ce qui limitait cette course à l'armement pendant la guerre froide. On est dans une situation pire aujourd'hui, et au pouvoir des responsables qui sont des irresponsables, qui sont des incapables. Vous voyez Biden, vous voyez Macron, vous voyez les uns et les autres. Chez nous, en Occident. Que prépare-t-on en France, notre armée? Un conflit conventionnel de haute intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'armée française veut réapprendre la guerre dans les tranchées. C'est dit par notre état-major militaire. Apprendre à combattre à partir de positions valorisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le hachoir humain, comme en 1914-1918 et comme en Ukraine aujourd'hui. Et ça veut dire une situation où l'autre est nécessairement l'ennemi, et on le bombarde et on cherche à l'écraser comme à Gaza le fait le gouvernement Netanyahou. Chez nous, on doit le savoir, même sur une chose qui apparaît relativement mineure par rapport à tous ces drames, une partie des fonds qui sont rassemblés par le livret A des caisses d'épargne, et les banques maintenant, eh bien, c'est à peu près 360 milliards, 380 milliards par an. Cela va aller maintenant en partie à l'effort de guerre, à la défense, au domaine militaire. Donc voyons le monde. Hein. Qu'est-ce qui domine? Une oligarchie financière, je vais vous en parler tout à l'heure, pour préciser ce que nous entendons par là. Les grandes sociétés américaines de la guerre, c'est General Dynamics, c'est Raytheon, c'est Boeing, c'est Lockheed Martin, c'est toutes ces sociétés-là, Northrop Grumman, qui sont alliées à cette oligarchie financière, aux abois, qui cherchent à se réfugier dans la production du militaire contre l'autre. Et c'est finalement tous les moyens qui sont pas mauvais en soi, au contraire, ils sont très utiles pour le futur. Mais là, ils sont mis au service, ces moyens-là dont je vais vous parler, de ce
cette force de réarmement, de destruction militaire. C'est le numérique, c'est l'intelligence artificielle, ce sont les logiciels, ce sont les robots. On parle d'essaims de robots déjà prêts pour la guerre, avec des petits drones libellules qui permettront de fixer où est l'ennemi dans ce qu'ils appellent une guerre asymétrique. Donc voilà la situation. Et à l'aplomb de cela, évidemment, à l'aplomb de cela, ce que nous disons depuis longtemps, mais je veux le préciser un peu ce soir, à l'aplomb de cela, la nature même du système qui porte à cela, ce n'est pas une erreur de jugement dans le système, ce n'est pas la tentation du mal pour tel ou tel, il y a cela, mais ce n'est pas cela. C'est la nature même du système dans lequel nous sommes, la nature d'un système de domination financière avec le lasso de la dette, auquel on tire pour tenir les uns et les autres. Et on considère les autres, qui sont l'ennemi, tenus par l'endettement, et s'ils ne paient pas, on amène la police et on amène l'armée. C'est ça le système d'aujourd'hui. Alors les États-Unis, c'est plus de 33 000 milliards de dettes, à peu près 110 000 $ par Américain. Nous, c'est environ 3 300 milliards, un peu plus aujourd'hui. C'est à peu près 50 000 € par Français, un petit peu moins, mais on arrive très vite à 50 000 €. Donc ça veut dire qu'on est dans ce système de dette, de crédit qui a créé la dette, avec une hausse exponentielle de cette dette. Jamais on a émis autant de dollars aux États-Unis qui ne vont pas à la production, qui ne vont pas au développement. Et en même temps, il y a cette production qui ne dépasse pas 1 à 2% en termes du produit intérieur brut tel qu'il est calculé. Et dans le produit intérieur brut, vous devez savoir, première preuve que c'est une économie de guerre, la directive de la Commission européenne en Europe qui a dit qu'il fallait inclure dans le produit intérieur brut les trafics, la drogue, les armes et les trafics d'êtres humains. Donc voilà ce qu'on appelle de la richesse dans l'Europe aujourd'hui. Si vous acceptez cela, vous êtes prêt à accepter de proche en proche la destruction mutuelle assurée, le drame pour l'humanité. Vous avez dans ce produit intérieur brut les services qui sont pas productifs, qui sont détachés de ce qui produit des biens bons pour le bien commun, pour l'humanité. Non, c'est des services qui sont pour beaucoup annexes, et en particulier les services financiers, annexes à de la monnaie pour la monnaie. Et vous avez bien entendu le militaire. Alors, dans ce sens, dans le système en place, il y a deux choix. C'est un système qui règne par la monnaie, donc par les taux d'intérêt. Soit vous continuez à augmenter les taux d'intérêt. Mais même si vous produisez dans le militaire, qui d'ailleurs ne produit pas, il détruit. Sa fonction, c'est de détruire. Dans la première approche, vous faites des armes, ça fait une certaine production, mais après c'est pour détruire. Eh bien, on augmente les taux d'intérêt et on crée ce qu'ils appellent éventuellement une régression. Non, c'est pas une régression. C'est une destruction de tout ce système parce qu'il repose sur un schéma de Ponzi qui ne permet pas de continuer tel qu'il est avec un accroissement avec taux d'intérêt. Mais alors on va baisser les taux d'intérêt. Mais à ce moment-là, on produit l'inflation partout et le système se détruit aussi. Donc dans ce système, on est condamné à se détruire, sauf à essayer de piller l'autre, d'attaquer l'ennemi. Et c'est la logique de toutes ces guerres qui sont provoquées. De ce point de vue, la guerre en Ukraine a été provoquée. La guerre en Israël et en Palestine a été provoquée dans cette logique. Alors, je vais vous le dire, si on veut regarder de plus près les choses, on s'aperçoit que, en réalité, ce qui arrive au Moyen-Orient, c'est que Israël est sous perfusion de l'État américain. 3,8 milliards par an américains, et avec l'arrangement qu'en Israël, quand on est soldat, si on est doué, on rentre dans le militaire. Si on rentre dans le militaire, on rentre dans les secteurs scientifiques de production. On crée, parce que c'est associé au militaire, des inventions technologiques et les Américains les récupèrent. C'est ça le deal, comme on dit. C'est un deal de mort, une culture de la mort, qui engendre une culture de la mort. Quelles que soient par ailleurs les qualités humaines de tel ou tel en Israël ou aux États-Unis. C'est pas ça dont je parle. C'est un système. Ensuite, il y a Gaza et les Palestiniens. Eh bien, Gaza, on a délégué au Qatar, qui vend son gaz aux Américains, bien sûr, et à nous maintenant en Europe, parce qu'il y a des grands gisements de gaz au Qatar, il y a une base avec 10 000 soldats américains, mais en même temps, ils entretiennent le Hamas chez eux, 10 000 soldats américains chez eux, et on entretient le Hamas. Il n'y a pas de contradiction. C'est qu'on joue de diviser pour régner.
Et on demande au Qatar d'essayer d'être un intermédiaire. Et on joue du Qatar comme d'un pion aussi. Donc le Qatar reçoit cet argent de par le gaz qu'il vend. Et lui-même envoie environ 400 millions, probablement un peu plus, de dollars par an à Gaza et donc à Hamas. Et qui contrôle ces fonds? Israël. Donc voilà qu'Israël, qui maintenant pense que c'est terrible, Hamas, c'est terroriste et tout ça, ils en jouent avec. Donc c'est le cynisme de toute la situation. Et nous autres, nous faisons des aides à la Palestine, nous donnons à peu près en Europe 1,2 milliard par an. Et c'est ça qui est détruit. Donc, on voit bien que des deux côtés, on donne de l'argent à des peuples qu'on pousse à être en armes, parce qu'on divise pour régner, en armes des deux côtés. Et après, pire que tout, on verse des larmes de crocodile. Macron dit un jour, Israël a le droit légitime de se défendre. Puis il dit quand même, il faut l'aide humanitaire. Puis le surlendemain, il vous dira, oui, mais aussi il faut cesser le feu. Et après, sur la BBC en Angleterre, il vous dira, il y a des bébés qu'on tue, c'est horrible à Gaza. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette série de choses contradictoires? C'est qu'on est un peu perdu ou très cynique. Et probablement les deux en même temps. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, ça rend impossible la paix entre deux États, apparemment. Alors on se réfère pour cela à la résolution 242 des Nations Unies. 242 des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité pendant ou après la première guerre israélo-palestinienne en 1967. Alors cette résolution dit inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre. C'est inadmissible qu'on acquiert des territoires par la guerre. Et il affirme les accomplissements de la Charte des Nations Unies exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, je lis, qui devrait comprendre l'application des deux principes suivants: retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit, fin de toute revendication ou de tout état de belligérance, respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État. Et on prévoit à partir de là la mise en place d'un État palestinien. Là, pour comprendre, il faut revoir toute l'histoire. On ne peut pas comprendre si on se fixe dans cette résolution. Ce qu'on doit voir, c'est que en 1947, on a porté des gens de confession juive, des gens à se rendre en Israël, qui était une terre palestinienne. Et on les a poussés là-bas parce qu'on ne voulait pas d'eux en Europe. Ils étaient de gauche, ils étaient révolutionnaires, qu'ils aillent ailleurs. C'est ça la vision des États européens après la guerre, dans le contexte de ce soi-disant plan d'aide généreux qu'était le plan Marshall. Donc, ils arrivent là-bas, et ils veulent pouvoir y vivre. Et ils vont y vivre avec un État juif et démocratique. Et les Palestiniens, en 1948, par la première guerre, vont être chassés, c'est la Nakba. Et les Israéliens s'installent. Mais ils s'installent que sur une partie du territoire par rapport à aujourd'hui. En 1967, les Israéliens lancent l'offensive. C'est la question de l'eau avec la Syrie et une question aussi politique. Nasser s'allie aux Syriens, c'est la guerre. Les Israéliens gagnent. Donc, cette résolution de 242, c'est pour freiner les ambitions israéliennes. En 1973, conflit à nouveau, cette fois-ci lancé par les pays arabes. Et Israël voit son existence menacée. Mais Tsahal l'emporte, et c'est le mythe de son invincibilité. Alors à partir de là, il y a des intifadas, il y a des révoltes. Quelqu'un comme Rabin voit qu'on ne peut pas tenir les Palestiniens à coups de bâton, ou à coups de trique, ou pire en leur tirant dessus. Et si quand même, il faut faire la paix. Et c'est 1993, 13 septembre 1993, c'est Oslo. Et quelqu'un comme Renaud Girard, qui est correspondant de Figaro, était à Gaza et il a vu monter la clameur de Gaza. Les adolescents israéliens dans Gaza, qui était à l'époque occupé par les Israéliens, les adolescents palestiniens, les adolescents palestiniens, vont embrasser les soldats israéliens. C'est une possibilité de paix. Ça rend furieux le pion de certains intérêts financiers occidentaux, qui parlent très bien l'anglais, mais moins bien l'hébreu, Netanyahou. Et Netanyahou crée le contexte raciste, idéologique,
dans lequel Rabin sera assassiné. Rabin, c'est quelqu'un qui a été très courageux, parce qu'il était chef militaire israélien, hein. Il a traité les Palestiniens à la dure, et puis il s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer. Il dit, je dois changer d'axiome, il faut vivre ensemble, on ne va pas faire autrement. Et ça, c'est l'esprit d'Oslo, où il y avait une annexe disant qu'il faut un développement mutuel. Évidemment, les gens disent Oslo, certains disent Oslo, c'était un piège. Non, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été appliqué, parce que les puissances occidentales n'ont rien fait pour le permettre. Nous n'avons rien fait pour le permettre. Nous étions encore dans l'esprit de Suez, l'opération qu'on a menée à Suez en 1956 avec les Israéliens et les Anglais. Donc, c'est un changement d'état d'esprit qu'il faut. Et aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, en Israël, on est devant le choix décisif. Tzahal, son mythe d'invincibilité a volé un éclat. Pas capable de défendre son peuple, quand le dirigeant s'appelle Benjamin Netanyahou. Donc, deux solutions, virer Netanyahou et faire autre chose en Israël, ou alors se lancer dans la fuite en avant, bombarder Gaza et croire qu'on peut vaincre militairement, ce qui est impossible. Alors, il faut bien voir que la résolution 242 n'était pas défavorable aux Israéliens parce qu'elle leur laissait les territoires acquis en 1948. Et c'était Arafat qui avait accepté, en disant on accepte l'existence de l'État d'Israël, que jusqu'à maintenant il refusait parce que c'est le territoire des Palestiniens. Non, on accepte, parce que l'histoire se déroule et on ne peut pas toujours ronger les vieux os du passé entre nous. Mais à une condition, qu'on développe la Palestine et qu'on veuille bien en Israël accepter l'existence d'un État. Netanyahou et les siens, quand ils arrivent au pouvoir, et en particulier à partir de 2009, ils préfèrent Hamas à un État palestinien et ils pensent pouvoir tenir plus ou moins Hamas contre l'autorité palestinienne. Et c'est là le crime fondamental. Il y a déjà d'autres crimes auparavant, car il y a un fait de colonisation. Mais là, le fait de colonisation va beaucoup plus loin. On colonise la Cisjordanie. On envoie des colons qui vont martyriser les Palestiniens à partir d'un certain moment. Je ne veux pas dire que tous les colons soient mauvais, mais ce ne sont même pas des colons qui vont là-bas pour vivre. C'est parce que les appartements sont trop chers en Israël qu'ils vont là-bas. Et là-bas, c'est moins cher parce que c'est la Palestine. Et qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent même pas la terre, pour beaucoup d'entre eux. Ils vont travailler en Israël, par leurs routes qui sont interdites aux Palestiniens. Alors, la Cisjordanie est à la veille de se révolter. Le Hezbollah est à la frontière de la Syrie et d'Israël. C'est très dangereux comme situation. Il faut le réaliser. Et quand on crée une situation où il y a un tel système d'oppression, cela risque d'éclater à tout moment. Parce que la droite israélienne et l'extrême droite, les fous que sont Somtrich et Ben-Gvir, n'ont jamais accepté deux États. Et Netanyahou est pire, peut-être, parce que lui ne croit à rien. Il ne croit qu'à sa puissance, à sa force et à son pouvoir. Alors, voilà, on a créé cette situation. Mais aujourd'hui, on larmoie en Occident, il faut deux États, un État palestinien, un État israélien. Mais cela ne veut plus rien dire dans la situation actuelle. Cela veut dire tout si on crée un État palestinien viable, qui marche, avec les moyens. Une économie basée sur le développement agricole et industriel du futur État palestinien. Un territoire intégré, on ne peut pas avoir un bout Gaza, à l'autre bout la Cisjordanie, un couloir entre les deux, et en Cisjordanie, comme des puces de lit installées sur un drap, tous les colonies israéliennes, je m'excuse de la comparaison, elle est peut-être excessive, pour certains colons qui ont des qualités, mais pour les autres, non. Ils sont là de cette façon, sur un territoire qu'ils exploitent. Alors, il faut que ces colons se retirent. Ou mieux, qu'ils acceptent d'habiter, et ce sera très difficile, mais je crois toujours que l'être humain a quelque chose de bon, qu'ils acceptent d'habiter dans un territoire palestinien. Et que les Palestiniens qui sont en Israël, c'est compliqué l'histoire d'Israël, parce que c'est un état d'apartheid. C'est l'apartheid pour les Palestiniens. Mais pour les Arabes qui sont en Israël, pas vraiment. Donc, c'est compliqué. Il faut que tous les Palestiniens reçoivent les mêmes droits que les Arabes qui sont en Israël. Voilà. Et que, évidemment,
On juge pas si on est israélien, palestinien, arabe ou autre, ou de confession, je sais pas, différentes, chiites, sunnites, ou des différentes conceptions religieuses. Non, on est un être humain avant tout. Il y a une unité de l'humanité. Donc, on vous dit, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'on vous dit pas. C'est que sur les territoires qui ont été, il faut dire, occupés par les Israéliens, et on comprend que comme personne ne voulait des Juifs, ils se sont installés là-bas. Moi, je les comprends, hein. Et c'était au départ la Renaissance juive, qui avait l'idée du Bund européen, le Parti socialiste européen. C'est les gens qui ont laissé se développer cette situation d'opposition entre Israéliens et Palestiniens, nous qui sommes responsables, les Américains qui sont responsables, les Européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Très gentil, larmes de crocodile, mais rien pour permettre un accord entre ces peuples. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que on a transformé Gaza, d'abord en une prison à ciel ouvert, puis en un cimetière. Eh bien, vous savez, Gaza, il faut relire ce que disait Bonaparte. Il y est allé au moment de la campagne d'Égypte là-bas. Il disait c'est merveilleux, c'est une terre de citronniers, d'orangers, il y a des grenades qui poussent partout. C'est une terre merveilleuse et ça ressemble en mieux au sud de la France, à la Provence, disait Bonaparte. Il y a trop d'averses, hein, il pleut trop, il disait après. Ça gêne les soldats. Mais c'est un beau pays. Et Gaza est un beau pays. En plus, avec le gaz et le pétrole, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra partager les ressources du gaz et du pétrole entre peuple palestinien et peuple israélien si on veut que ça marche. Et que ça doit être investi. Et ça sera investi au bénéfice des Palestiniens, qui se développeront, mais aussi des Israéliens, qui participeront à ce développement. Alors vous dites, vous rêvez, c'est pas possible. Si c'est pas possible, c'est la séparation, c'est on chasse tous les Palestiniens, et ce sera pas possible, hein, dans le Sinaï. Les Égyptiens n'accepteront pas, ça sera la guerre, c'est l'embrasement de toute la région. Alors qu'est-ce que vous préférez? Explorer quelque chose qui est difficile, qui est devant nous, ou l'embrasement de toute la région, ou l'embrasement du monde, parce que c'est ce qui sera provoqué si on ajoute l'Ukraine, si on ajoute les autres territoires de guerre. En plus, il faudra ce développement d'Israël et de Palestine, des deux États côte à côte. Et ça ne peut être fait qu'avec l'aide internationale, et qu'on ne se tire pas dans les pattes les uns des autres en essayant de jouer les uns contre les autres. Ça suppose, à terme, une confédération. Parce que deux développements à part avec des gens qui se détestent, c'est pas possible. Et une confédération qui se fera par le développement économique. Alors on me dit c'est pas possible. Si, regardez, dans un domaine ça a été possible. Dans le domaine de l'art. C'est l'orchestre Barenboim, Edouard Saïd. Il y a des Palestiniens et des Israéliens qui encore aujourd'hui jouent. Et c'est dans le domaine économique notre plan, le plan de Lyndon LaRouche et le plan de l'Institut Schiller aujourd'hui, pour le développement de la Palestine et l'Israël. Il avait conçu très tôt, dès 1975, où il pensait que des laïcs irakiens et des laïcs israéliens pourraient s'entendre. Et Moshe Dayan ou Eban en Israël avait montré un intérêt. Mon ami ici en France, Massim Gilan, qui avait une petite publication qui s'appelait Israël et Palestine, il voulait cela. Il y avait la clameur, pensez à la clameur de Gaza au moment où Arafat et Rabin se sont serrés la main. Enfin, c'est possible de penser en termes d'espérance et d'optimisme. Alors, en France, lorsqu'il y a tous ces débats absurdes sur l'immigration, ça tue l'optimisme, bien sûr. Et je pourrais vous parler de toute une série de débats absurdes. Macron est l'expert pour envoyer des débats sociétaux qui ont pour objet de diviser les gens. Dans l'immigration, c'est simple. Le vrai problème de l'immigration, est-ce qu'on crée des emplois chez nous? La frontière n'est ni un mur ni un passoire. À droite, on pense qu'elle est un mur, pour l'extrême droite, et à droite. Peut-être Ciotti est encore pire que Marine Le Pen aujourd'hui sur ce point. Et qu'ils ne doivent pas rentrer. On ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas avoir un mur si on ne développe pas l'autre partie. Alors il faut développer l'Afrique, mais il faut aussi avoir une capacité d'accueil chez nous pour ceux qui iront ensuite développer l'Afrique. Moi, j'ai proposé ce ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration. Le seul que je vois proposer cette capacité d'accueil dans un peuple français qu'on dit hostile. Mais lui explique bien que c'est pas l'hostilité contre l'immigration. C'est l'hostilité de gens qui travaillent et qui pensent qu'on donne des avantages à des assistés sociaux qu'eux n'ont pas et qui travaillent. C'est dans ce sens, François Ruffin, qui pourtant est dans une région où on vote Marine Le Pen, mais qui a été élu député là-bas parce qu'il a soulevé
cette question-là, du travail sur le terrain, dans lequel on travaille ensemble, on fait ensemble. Et ça, on doit le faire en France, comme on doit le faire en Israël et Palestine. Alors vous me direz que je suis un rêveur? Non, je suis au contraire réaliste. Car être un rêveur, c'est penser que cette société de guerre peut se prolonger toujours. Et je vais vous dire une chose, il faut être optimiste. Et disons plus dans sa version espérance, et même de ne pas attendre d'espérer pour entreprendre aujourd'hui. Parce qu'on voit des choses terribles qui sont dites et qui sont admises comme ça. Je lis dans l'Express du 2 novembre, quelqu'un citant Hubert Reeves, l'astrophysicien et vulgarisateur, et qui faisait une blague, qui croyait être une blague, en disant c'est deux planètes qui se rencontrent et qui discutent. Et une, c'est la Terre, elle dit « Je ne vais pas très bien, je crois que j'ai attrapé l'humanité ». Et l'autre planète répond « Ne t'inquiète pas, tu verras, ça va vite se passer et tu n'auras pas de séquelles ». Mais penser comme ça, c'est l'horreur, c'est justifier tout ce que je vous l'ai dit auparavant. Donc il faut changer de façon de penser. On peut avoir des gens qui se battent ensemble pour le mieux, parce qu'il y a une unité de l'humanité. On peut, comme moi, aimer le peuple palestinien, aimer le peuple israélien, parce que ce sont des peuples de gens qui ont devant eux une longue histoire. On ne doit pas aimer les conditions dans lesquelles on les a mis, qui ont créé la colonisation et l'esprit de colonisation. C'est de là qu'il faut sortir, c'est de ça qu'il faut sortir. Et c'est là que le Grand Sud qui monte. Alors on a dit, j'ai entendu ce matin, le Sud global, un problème qu'on ne sait pas très bien ce qu'il signifie. C'est vrai, c'est pas uniforme le Sud global, tous ces pays, l'Organisation de la coopération de Shanghai, les BRICS, mais ils veulent une chose, le droit à exister et à exister dans un monde qui soit juste, sans colonisation et sans impérialisme. Et c'est là la clé de la paix aujourd'hui. C'est pour ça que la paix est possible, à condition que chacun d'entre vous s'y engage. Et je dirais, ce doit être en même temps quelque chose dans votre vie de très concret. Parce que la paix est l'intérieur d'abord, tout en étant en accord avec ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça que je vous demande aujourd'hui, si ce que je viens de vous dire vous paraît rationnel, juste, aller dans un sens qui vous paraît sortir du dilemme, de l'ornière, de la culture de la mort dans laquelle nous sommes, et du réarmement, cela vous paraît juste. Vous devez vous signaler, vous devez vous activer, vous devez avoir un esprit de résistance, et de résistance engagée à construire. Engagez-vous par l'action avec nous. Engagez-vous, et j'irai avec nous, non, c'est avec ces idées, pour être plus précis, que nous tentons de représenter. Je crois qu'un long combat est la meilleure preuve que nous tentons autant que nous pouvons. Financez-nous aussi. Toute résistance a besoin de moyens. Les résistants, entre 40 et 44, le savaient très bien. De Gaulle, un jour, avait dit « On peut dire beaucoup sur les Angliches, mais sans le fric des Angliches, sans leur pognon, on n'aurait pas réussi. » Donc pensez à cela. Pensez que c'est mieux encore si ça vient du peuple. Et c'est de vous que nous attendons ces moyens. Et à ce moment-là, si vous faites cet effort de vous engager, d'aider les causes qui sont justes, vous redeviendrez optimiste, vous ne resterez pas à ce pessimisme, je dirais, destructeur, à ce pessimisme confortablement destructeur. Et en agissant et en aidant les justes causes, vous vous sentirez mieux. C'est le cadeau que je peux vous faire ce soir, si vous faites celui à la France et au monde, celui d'engagement. Merci.